Lech Walesa, prix Nobel de la paix. Le monde a reconnu la lutte et les idéaux de solidarité. Il n'y a qu'une seule voie, celle du dialogue, s'exclame le lauréat à Gdansk. Pas de consensus africain pour résoudre le problème du Tchad après le sommet de Vittel. Invité de ce journal, le président du Tchad, Hissène Habré. Conseil des ministres pour lutter contre l'alcoolisme au volant, des modifications du code de la route et du code des débits de boissons sont envisagées. L'affaire des Irlandais de Vincennes, la Cour d'appel de Paris annule toute la procédure visant les 3 Irlandais présentés il y a 1 an comme de dangereux terroristes. Ça y est, oui, c'est vrai. Non, je ne crois pas. Si ça y est, je n'y crois pas. Je te jure, parole d'honneur, c'était la dernière nouvelle à la radio. Ils ont dit que c'était Lech Walesa qui a obtenu le prix Nobel. Il faut nous croire, je t'assure, ce n'est pas une blague. Bien sûr, ce serait une grande chose, mais je ne crois pas. Monsieur, bonsoir. Il y croyait si peu qu'il était parti tranquillement ce matin à la pêche. Pourtant, son nom, comme l'an dernier, figurait parmi les candidats les mieux placés pour recevoir le prix Nobel de la paix. Et ce matin, à Oslo, le comité Nobel a décidé de couronner Lech Walesa pour sa contribution à assurer le droit des travailleurs au prix de sacrifices personnels considérables. Le communiqué poursuit. Les activités de Walesa ont été caractérisées par la détermination à résoudre les problèmes de son pays sans recours à la violence, par la négociation et la coopération. Walesa est un interprète du désir de paix et de liberté qui, en dépit de convictions diverses, demeure invaincu parmi tous les peuples du monde. Fin de citation. Cette explication du comité Nobel, les Polonais ne la connaissent toujours pas, mais la nouvelle leur suffit, même si les organes d'information officiels, manifestement embarrassés, ne l'ont annoncé que tard dans l'après-midi. Les Polonais jubilent. Philippe Arroir. Le journal polonais de ce soir commençait il y a à peine une demi-heure. La nouvelle a été annoncée sèchement et brièvement en 3e position, 5 minutes après le début du journal. La présentatrice que vous voyez ici a insisté sur le fait que les prix Nobel sont toujours pratiquement politiques et donc contestables, et elle a donné l'exemple de M. Begin. L'embarras des autorités polonaises a donc été marqué par le peu d'empressement des médias à annoncer la nouvelle aujourd'hui. La radio nationale a fait état du prix Nobel de Lech Walesa vers 16 heures, c'est-à-dire 6 heures après l'annonce officielle d'Oslo, reprise immédiatement par les radios occidentales. Dans les ministères et dans les bureaux de presse du gouvernement polonais, aucun responsable n'était accessible pour commenter l'information. Dans son audience générale aujourd'hui au Vatican, le pape Jean-Paul II n'a pas évoqué l'événement, mais dans son entourage, qui est largement polonais, tout le monde jubile, dit-on ce soir au Vatican. En Occident, des chefs d'État aux syndicats, c'est la satisfaction générale, et à l'Est, c'est le silence officiel qui masque à peine une mise en cause politique du choix du comité Nobel. En ligne de Moscou, le correspondant de l'AFP. Pour le Kremlin, Lech Walesa est un démagogue, un contre-révolutionnaire, un pantin, et on ne s'est jamais privé de le dire. Et Moscou a de quoi être mécontent parce que c'est la 3e fois qu'arrive ce que le Kremlin appelle une provocation. Il y a eu Sakharov, prix Nobel de la paix en 1975, et Solzhenitsyn, prix Nobel de la littérature en 1970. Mais pour le Kremlin, Lech Walesa, c'est plus grave, car il y a eu cet énorme danger de contagion de solidarité dans la partie balte de l'Union soviétique et, dans une certaine mesure, dans l'ensemble du camp communiste. Ce prix est une grande chose pour moi et pour notre mouvement. Nous pouvons encore une fois prouver qu'il n'y a qu'une seule voie, celle du dialogue. Ce commentaire de Walesa lui-même, lorsqu'on lui a appris la nouvelle cet après-midi à Gdansk, montre bien que pour les partisans de solidarité en Pologne, ce prix Nobel, au-delà de l'homme qu'il couronne, honore aussi une cause tout entière symbolisée par ce visage. 3 images symboles pour l'homme devenu le symbole de tout un peuple.
D'abord, Lech Walesa chez lui à Gdansk, parmi les siens, les ouvriers du chantier naval. Avec son gros stylo, il signe les fameux accords de Gdansk, rêve d'une liberté syndicale vite oubliée. Deuxième image, Lech Walesa avec un autre de ses concitoyens, le plus illustre. Walesa est allé à Rome, le pape s'est rendu en Pologne. Dernière image, c'était il y a une semaine au cours d'un match de football à Gdansk. La vedette n'est pas sur le terrain, c'est encore une fois Lech Walesa, attaqué par le pouvoir, mais soutenu par tous les siens. Il est incontestable que ce prix Nobel décerné à Lech Walesa confortera l'homme et son action. Il est incontestable également que cette distinction encouragera tous ceux, ils sont nombreux autour de lui, à poursuivre leur combat. Il est incontestable enfin que ce Nobel est un défi au régime de Varsovie et au Kremlin. Les autorités polonaises ont voulu faire de Lech Walesa un citoyen ordinaire, mais les Occidentaux en font aujourd'hui un citoyen extraordinaire. Cependant, tout le problème est de savoir si ce geste n'a pas finalement qu'une portée purement symbolique, un peu comme si les Occidentaux ne pouvaient attribuer qu'une médaille à celui qui symbolise les aspirations de liberté de tout un peuple. En effet, rappelez-vous, un autre homme, en 1975, avait eu le prix Nobel de la paix. Tout comme Walesa, il défendait les droits de l'homme dans les pays communistes. Cet homme, c'est le soviétique Andreï Sakharov. Aujourd'hui, Sakharov est en train de mourir, en exil à Gorky, dans une indifférence presque totale. Et le problème maintenant est de savoir si Lech Walesa pourra se rendre à Oslo, recevoir son prix. Il vient d'annoncer qu'il demandera à un parent d'aller chercher l'argent du prix, soit 1,5 million de francs. Il a l'intention de donner l'argent à l'Église catholique de son pays. La dimension politique de ce prix Nobel s'impose bien sûr au régime de Varsovie. Comme au Kremlin, il s'impose aussi dans les pays européens où les partis communistes et les syndicats qui leur sont proches ne masquent pas leur embarras. Ainsi, à Rome, le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, qui concluait cet après-midi une visite de 2 jours à son homologue italien, Enrico Berlinguer, Georges Marchais a réagi avec quelque agacement aux questions de Victor Vramont. Les commentaires que vous ferez sur le prix Nobel, c'est votre affaire, et moi, sur cette question du prix Nobel, j'ai mon opinion. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Parce que vous savez, les prix Nobel, pour ce qui me concerne, si je fais des commentaires sur... si on prend 10-15 ans en arrière, on pourrait dire beaucoup de choses. Ça n'appelle pas de ma part un commentaire, pour ce qui me concerne. J'apprends la nouvelle dans ce moment et alors je vais dire un peu y réfléchir, mais je pense que demain, dans notre organe de presse, on va commenter cette nouvelle aussi. À Paris, à l'Assemblée nationale, au cours des questions d'actualité cet après-midi, le Premier ministre Pierre Mauroy et le président du groupe UDF, Jean-Claude Gaudin, ont salué l'un et l'autre la récompense de Walesa aux applaudissements du Parti socialiste et des partis de l'opposition. Le Parti communiste est resté impassible. Et je serais heureux, Monsieur le Président, que l'Assemblée nationale, dans son ensemble, s'associe à cet hommage. J'ai appris effectivement que Lech Walesa avait été distingué pour le prix Nobel et par le prix Nobel, et je veux à cette occasion rendre hommage à Lech Walesa. Vous savez comment sur les bancs de la majorité, comment au gouvernement nous l'avons reçu, comment le combat qu'il mène contre l'arbitraire est un combat digne et un combat noble. Mais vous permettez... Vous me permettrez de préciser, mais vous permettrez, je vous en prie, écoutez la suite, mais vous me permettrez de préciser que lorsque nous rendons hommage à Lech Walesa, nous rendons compte d'un homme qui lutte pour la liberté d'une façon presque universelle. Et nous voulons y voir le symbole de tous ceux qui, dans le monde,
lutte contre les dictatures et contre l'arbitraire. Et monsieur... Le pape Jean-Paul II a envoyé un télégramme de félicitations à Lech Walesa, je l'apprends à l'instant, un télégramme où Jean-Paul II insiste sur la récompense ainsi octroyée au dialogue sincère et à la volonté de coopération entre tous. Dans notre dernier journal à 23h10, un débat sur la portée du prix Nobel de la paix 83 opposera José de Broucker, directeur de l'AVI, à Alain Lautier de Libération. Vif incident cet après-midi à l'Assemblée à propos de l'enseignement privé. L'opposition a quitté l'hémicycle au moment où le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, s'apprêtait à répondre à une question du RPR Claude Labbé que celui avait adressée au Premier ministre. Sur le fond du problème, rien de nouveau, sinon la confirmation de négociations qui vont être proposées par le ministre aux responsables de l'enseignement privé. Ordre du jour chargé pour le Conseil des ministres de ce matin, la stratégie industrielle de la France, la modernisation de cette industrie par les nouvelles technologies, autrement dit productiques, et un projet de loi qui vise à remédier à un fléau national, l'alcoolisme au volant. Certaines dispositions du Code de la route et du Code des débits de boissons vont sans doute être modifiées. Lucie Seboul. Première mesure, la conduite en état d'ivresse constituera désormais un délit à partir d'un taux de 0,8 g d'alcool dans le sang. Ce taux était jusqu'à présent de 1,2 g. Deuxième mesure, le dispositif de contrôle sera amélioré. L'éthylomètre succède maintenant à l'alcotest. Cet appareil permettra de mesurer avec précision le taux d'alcool contenu dans la laine sans avoir besoin de faire une prise de sang. Enfin, ce projet prévoit une harmonisation du Code des débits de boissons et du Code de la route. Ceci afin d'aggraver les sanctions prévues contre les conducteurs en état d'ivresse. Sur la route meurent chaque année plus de 12 000 personnes. Près de la moitié d'entre elles, au moins, sont tuées par l'alcool. Les contrôles, lors de conduite en état d'ivresse, le prouvent. Malheureusement, quand ils ont lieu, c'est toujours après l'accident. Actuellement, environ 40% des responsables d'accidents mortels ont une alcoolémie qui dépasse 0,80 g par litre. Ça représente environ 5 000 morts par an en France. Mais la répartition est très différente d'une répartition homogène. On sait qu'il y a 5 fois plus d'hommes que de femmes, toute proportion gardée, dans ces responsables. On sait aussi qu'il y a très peu de jeunes au-dessous de 16 ans, peu aussi de gens âgés passés 50-55 ans. C'est donc une période moyenne de la vie qui est en cause. Et puis on sait aussi qu'il y a de grosses variations régionales qui recoupent en gros la carte de la cirrhose du foie et de la consommation excessive d'alcool. Le passage de 1,20 g à 0,8 g pour la limite du délit est importante parce qu'on est déjà dans une zone où le risque est très augmenté. Car il faut bien voir que le risque de provoquer un accident lié à l'alcool n'est pas constant de 0,80 g jusqu'à 3 ou 4 g. À 0,50 g, on a à peu près 2 fois le risque de ceux qui ont une alcoolémie nulle. Mais quand on arrive dans la zone 0,80 g à 1,20 g, c'est déjà plus de 10 fois le risque de base. C'est justement ce chiffre, le facteur de risque, qui fait bondir les assureurs qui ont déjà du mal avec les bons conducteurs. Ils ont décidé de pénaliser par l'argent les conducteurs alcooliques. Après un accident dû à l'alcool, leur prime sera augmentée de 150%. Il faut du reste savoir que cet arrêté prévoit d'autres situations où les automobilistes, les mauvais conducteurs, risquent de voir leur prime d'assurance grimper. Il s'agira par exemple des conducteurs dont le permis de conduire a été annulé ou résilié. Augmentation de prime possible entre 50 et 200% selon la gravité de la cause de la faute commise. Troisième situation, le délit de fuite. Le chauffeur qui provoque un accident et prend la fuite pour avoir sa prime augmentée de 100%. À toutes ces constatations, il faut ajouter le coût de l'alcoolisme pour la société, un coût médical aussi bien que social. Il se chiffre en dizaines de milliards, certains avancent même le chiffre d'une centaine.
Devant les conseils des ministres de ce matin, le président Mitterrand a évoqué le sommet franco-africain qui s'est terminé hier soir à Vittel. Le chef de l'État a souligné qu'il n'est pas dans la tradition de ce genre de sommet de donner lieu à une décision, mais que ces résultats constituaient une étape dans la solution du problème tchadien. Jusqu'ici, le président du Tchad, Hissène Habré, s'est refusé à tout commentaire. Merci donc d'être en direct avec nous, Monsieur le Président, de votre ambassade à Paris. Alors pour vous, ce sommet de Vittel, est-ce que ça a été du temps perdu ou est-ce qu'un pas a été franchi vers une solution du problème de votre pays? Bien, la conférence, le sommet de Vittel, qui s'est tenu tout récemment, a regroupé, comme le veut la tradition, nombreux chefs d'État d'Afrique et les chefs de l'État français, le président François Mitterrand. Je dois dire que ce sommet s'est tenu dans un cadre idéal et l'hospitalité, le confort entourant les chefs d'État de France et d'Afrique ont pu discuter, prendre des contacts et échanger leur point de vue. Mais est-ce qu'il y a eu des résultats? Des résultats, il ne faut pas attendre de cette conférence des résultats miracles. D'ailleurs, selon les traditions, cette rencontre permet aux uns et aux autres de faire progresser certains sujets importants. Et vous savez que cette année, la question du Tchad a eu l'honneur de figurer parmi les sujets les plus importants traités à Vittel. On a dit, Monsieur le Président, que vous étiez prêt à négocier. Négocier avec qui? Voyez-vous, nous avons eu toujours, par rapport au drame du peuple tchadien, une position claire et constante. Nous avons toujours admis qu'il faut explorer, rechercher toutes les voies menant à la paix. Et parmi ces voies, il y a la voie pacifique. Vous êtes prêt à parler avec M. Goukouni Weday? Nous sommes prêts, et nous l'avons toujours été, nous le sommes, nous le serons. Nous sommes prêts à discuter avec tous les Tchadiens de l'opposition, que ce soit Goukouni, que ce soit les autres. Est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez à M. Goukouni Weday une certaine représentativité? Le Tchad a connu un drame qui a duré pratiquement 17 ans et nous entrons dans la 18e année. Nous voulons pour notre peuple et pour notre pays la paix, la stabilité et le respect de son intégrité territoriale, de sa souveraineté. Que ce soit Goukouni, encore une fois, que ce soit les autres Tchadiens, tous sont les bienvenus, nos portes sont ouvertes et d'ailleurs dans le passé nous avons fait des efforts dans ce sens, nous le faisons aujourd'hui, nous le ferons demain et à Vittel, Dieu merci, les chefs d'État africains qui étaient présents ont tous accepté d'apporter leur concours pour voir le Tchad enfin retrouver la paix et la quiétude. Monsieur le Président, est-ce que vous seriez prêt à organiser au Tchad des élections pour que l'on sache enfin ce que les Tchadiens eux-mêmes pensent de cette rivalité qui se perpétue entre vous-même et M. Goukouni? Ne parlons pas de rivalité entre moi-même et M. Goukouni. Je pense qu'il est important pour l'opinion, en particulier pour le peuple français, de savoir que le problème le plus important au Tchad, c'est l'occupation de ce pays par un autre pays, à savoir la Libye, qui occupe actuellement la moitié du Tchad, plus de 500 000 km². Le problème du Tchad, c'est d'abord ce problème. En ce qui concerne les querelles de personnes, les questions secondaires, ce sont là des problèmes qui peuvent être réglés facilement. Par conséquent,
Nous sommes de ce point de vue encore une fois disposés à entamer le dialogue avec nos frères, quels qu'ils soient, tout en sachant que le problème le plus important qu'il faut absolument résoudre, c'est ce problème du Tchad par rapport à la Libye. Êtes-vous content de la présence et de l'action de l'armée française au Tchad? Nous avons été agressés. Des forces étrangères ont envahi notre pays et nous avons fait appel à nos amis traditionnels, et en particulier la France, qui a envoyé ses forces au Tchad. Et je dois dire que les forces françaises au Tchad sont venues pour arrêter ce rouleau compresseur qui vient du nord, qui non seulement ne vise pas le Tchad, mais qui met en cause la paix, la stabilité en Afrique en général. Donc les forces françaises sont venues pour arrêter cette invasion et pour contribuer à la paix. Donc de ce point de vue, il y a lieu d'attacher toute l'importance de la présence française au Tchad. Monsieur le Président, je vous remercie. Venons-en maintenant à l'actualité économique et sociale en France. D'abord l'état du franc qui a manifesté aujourd'hui de nouveaux signes de faiblesse, surtout vis-à-vis du mark allemand qui a coté 3 francs 0,5 aujourd'hui à Paris. Le dollar en baisse est repassé en dessous des 8 francs. Comme tous les mois, en fonction du système de calcul des prix, les prix des carburants vont être modifiés. Le 12 octobre prochain, 1 centime de moins pour le litre de super, 1 centime de plus pour le litre d'ordinaire, 3 centimes pour le gasoil, 3,4 centimes pour le fioul domestique. Après leur manifestation très courue lundi dernier à Paris, les cadres de province ont répondu aujourd'hui, comme ici à Nantes, à l'appel de la Confédération générale des cadres. Des manifestations contre la politique du gouvernement ont eu lieu dans de nombreuses villes de province. Au-delà des cadres, les Français dans leur ensemble perçoivent de plus en plus mal la politique du gouvernement. Si l'on en croit le sondage que publiera demain VSD, 44% des personnes interrogées se disent sans illusion, 16% sont révoltés, 12% amers, 14% approuvent la politique du gouvernement. Dépôt de bilan à Dunlop France, la direction l'a annoncé aujourd'hui au comité central d'entreprise. La CGT qui divulgue l'information affirme que la direction n'a donné aucune précision quant à l'avenir de l'entreprise. La direction doit s'exprimer demain. En tout cas, ce n'est pas une surprise. Martine Gilson. 5500 salariés, dont 4000 fabriquent uniquement des pneus, Dunlop France va mal depuis longtemps. La faute, entre autres, à la crise automobile. Résultat, fin 82, le déficit s'élève à plus de 200 millions de francs. L'accord conclu en septembre dernier entre le groupe Dunlop Europe et le groupe japonais Sumitomo n'arrange rien. Les Japonais ne veulent pas des pneus français. Dunlop France est alors complètement isolé. La fabrication et la vente de balles de tennis, qui elles marchent bien, n'y feront rien. Si la direction confirme demain le dépôt de bilan, un syndic sera nommé. Mais la CGT en appelle dès ce soir à l'État. Elle demande au ministre de l'Industrie de convoquer très vite une réunion tripartite entre les pouvoirs publics, les représentants du personnel et les principaux fabricants de pneus. Le 28 août 1982, il y a un peu plus d'un an, un communiqué officiel de l'Élysée annonçait que de dangereux terroristes avaient été interpellés à Vincennes. Aujourd'hui, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a annulé toute la procédure qui visait les 3 Irlandais arrêtés à l'époque par les super gendarmes du GIGN. L'épilogue juridique d'une affaire bien embarrassante pour le GIGN, une de plus, Paul Lefebvre. Cet arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a été prononcé sur proposition du parquet général de la même Cour parce que les droits élémentaires de la défense n'ont pas été respectés. Les 3 suspects n'étaient pas présents à la perquisition chez eux, ce qui a permis à certains d'y placer des preuves pour mieux les trouver. Première observation, les plus hauts magistrats de Paris, qu'ils soient du parquet, c'est-à-dire statutairement liés au ministre de la Justice, ou du siège, c'est-à-dire statutairement indépendants dans leur jugement, ont rejeté, donc condamné, les agissements d'un autre corps institutionnel, la gendarmerie. Cela veut dire en clair
que dans notre état de droit, les verrous de protection de l'individu ont fonctionné. Parfois, c'est vrai, ils grincent, ils dérapent, mais cette fois, ils ont fonctionné et pourtant, le dossier était délicat et la politique pointait son nez. Deuxième observation, à vouloir trop prouver, on n'a rien démontré. Et les 3 militants irlandais, qualifiés tellement vite de super-terroristes, peuvent continuer de narguer la police britannique, qui d'ailleurs a dit qu'ils étaient trop petits pour elle. Troisième observation, la dernière, et pardonnez-moi l'expression, c'est une casserole de plus pour le capitaine Paul Baril, qui a supervisé l'arrestation et la perquisition. Il faudra bien qu'un jour, cet officier d'élite, hier porté au nu, souvenez-vous-en, aujourd'hui rejeté aux oubliettes muettes, puisse se défendre, même coupable, si tant est qu'il le soit. Il arrive un moment où les rumeurs, comme on disait autrefois à Venise, pèsent leur poids de plomb. Des précisions officielles sur le statut actuel du capitaine Baril. Il a été suspendu le 9 juin dernier de toute fonction d'officier de police judiciaire. Il a été affecté le 16 septembre au commandement des écoles de gendarmerie. Le ministre de la Défense, Charles Hernu, a annoncé ce soir qu'il a demandé un rapport à l'inspection générale de la gendarmerie à la suite des informations parues dans la presse au sujet des contacts que le capitaine Baril aurait eu avec différentes organisations dissoutes. Toute l'après-midi, si vous avez regardé les programmes d'Antenne 2, vous avez eu droit à toutes sortes de jeux et de démonstrations qui vous ont révélé les trouvailles et les merveilles de la vidéo. À l'occasion du VidCom, le salon professionnel des industries de la communication qui se tient à Cannes, Georges Leclerc revient maintenant sur un marché en pleine explosion, celui des jeux vidéo qui ne vise pas que les enfants. Ils sont arrivés en force dans les cafés et dans les lieux publics, ils ont détrôné les bons vieux billards, baby-foot et autres flippers. Ils, les voici, ce sont les jeux vidéo. Ils deviennent si nombreux que c'est devenu une activité économique majeure, à la fois dans le domaine des loisirs et dans le domaine de l'électronique. Et avec l'irruption cette fois-ci à la maison, ces jeux vidéo passent de 20 000 en 1980 à plus de 500 000 cette année. Du coup, c'est un marché énorme qui s'ouvre devant les industriels et les salons comme le MIGID à Cannes leur deviennent consacrés. Mais déjà après 2 ans de carrière, le jeu vidéo connaît des jours sombres. La fantastique croissance s'effondre, aux États-Unis par exemple. De très grosses compagnies comme Atari ou Mattel subissent des pertes financières énormes, se comptant en milliards de francs. Cette vague va-t-elle toucher la France? Pas forcément, disent les spécialistes, qui rappellent que MIGID veut dire marché international du jeu vidéo et de l'informatique individuelle et domestique, et ils comptent beaucoup sur le micro-ordinateur pour sauver cette industrie. Chacun d'entre nous aura un micro-ordinateur chez lui avant la fin de la décennie. Pour s'initier à cette micro-informatique, le plus simple, à penser Atari depuis 1976, c'est d'apprendre la micro-informatique par le jeu. Et c'est ce que nous faisons. Les gens sont maintenant conscients qu'un micro-ordinateur n'est pas une bête méchante, mais simplement une machine très simple à utiliser. Et quoi de plus facile à utiliser qu'un jeu en s'amusant. Déjà, l'on voit beaucoup de constructeurs de consoles de jeux vidéo transformer leurs engins en véritables micro-ordinateurs. Et si cette tendance se confirme, dans quelques années, il n'y aura plus de simples jeux vidéo, mais que des micros. Voilà pourquoi Antenne 2 a choisi de plus en plus d'utiliser ces micro-ordinateurs, à la fois dans ses émissions, et aussi comme moyen d'initiation des téléspectateurs à ce nouvel instrument d'éducation. Les professionnels de la communication ont lancé aujourd'hui un appel au chef de l'État pour qu'il mette fin aux mesures fiscales répressives qui, selon eux, visent les industries françaises dans ce domaine. Du football, ce soir, dans quelques minutes, l'équipe de France rencontrera l'Espagne au Parc des Princes. Un test important pour les Français après leur défaite le mois dernier face au Danemark. Les tricolores menés par Marius Trésor tenteront de s'imposer à une équipe d'Espagne qui vient d'aligner 7 matchs consécutifs sans défaite. Le résultat est des images de cette rencontre dans notre dernier journal. Nouveau record du monde de vitesse automobile, le Britannique Richard Noble a été chronométré à plus de 1025 km/h à bord d'un engin propulsé par un moteur à réaction. L'exploit a été accompli dans le désert du Rocher Noir au Nevada. Le précédent record était de 1001 km/h et datait de 1970. Après ce record, l'homme le plus rapide du monde en automobile a simplement déclaré « C'était extraordinaire ». Extraordinaire en effet. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Évry.
l'As, le 12, le 13, le 6, le 4, le 16, le 2 et le 9. Tout de suite, les résultats du loto, l'As, le 2, le 6, le 23, le 35, le 47, numéro complémentaire, le 34. Et maintenant, un mot du temps de demain, Brigitte Simonetta. Eh bien, demain ressemblera beaucoup à aujourd'hui. Le soleil sera au rendez-vous, mais c'est un soleil qui a tendance à être dans les nuages. Ça n'est pas grave, car regardez la photo satellite. L'anticyclone, il est toujours là. En fait, il s'étend des Açores au nord de la France. Il redescend vers l'Espagne. Plutôt vers la Grèce d'ailleurs. Tout cela nous donne comme tendance sur la carte de demain du beau temps, vraiment beau temps l'après-midi, mais le matin le brouillard sera dense. Et si vous êtes en voiture, il faudra faire attention surtout des Charentes au Massif central et au Jura. Si vous êtes en mer, la visibilité le matin sera mauvaise sur le golfe du Lion, mais le baromètre est en hausse. Le thermomètre descend très légèrement, minimum 18 degrés à Brest, maximum 26 degrés sur l'Aquitaine et le Languedoc-Roussillon, avec une moyenne nationale de 23 degrés. Demain, jeudi 6 octobre, le soleil se lèvera à 6h58, il se couchera à 18h19, ce sera la Saint-Bruno. À 23h10, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernier journal. Demain, à 12h45, Daniel Bilagnon pour Antenne de Midi et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.